Bonjour, je suis Mwombulu Yasangi Yaminabantu Lasconi. Bienvenue dans l'Obuka, café littéraire pour la promotion et la valorisation des savoirs endogènes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Rudy Mbemba, avocat et auteur, qui va nous parler de ses ouvrages. Mais il y a un ouvrage particulièrement sur lequel j'ai jeté mon dévolu et sur lequel nous allons longtemps disserter. Maître Mbemba, bonjour et bienvenue dans l'Obuka. Bonjour et ravi d'être parmi les vôtres. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Comme vous l'avez parfaitement bien indiqué, je suis donc Rudy Mbemba. Je suis avocat au barreau de Tarbes et en dehors de mon activité professionnelle, ouais, j'ai cette passion, si je puis me le permettre, d'écrire sur la société Congo, notamment la société royale. D'où vous vient cette vocation d'écrire particulièrement sur les Congos alors que le Congo est vaste? Effectivement, la société Congo est immense. Si je vous dis que c'est pour telle ou telle autre raison que j'ai été amené à écrire sur la société Congo, j'avoue que la réponse ne sera pas, je dirais, véridique. En fait, si j'ai été intéressé, je dirais c'était sur le plan universitaire, c'est-à-dire qu'en 93 ou 92, j'étais notamment, lorsque j'ai été en DEA à l'université, c'est-à-dire pour la préparation du diplôme d'études approfondies, j'avais choisi comme thème de mémoire, c'est en droit, donc j'ai oublié peut-être de préciser qu'en fait, de formation, bien évidemment, pour les études universitaires, donc j'ai fait du droit. Donc j'avais choisi mon thème de mémoire sur la société Congo, donc c'était sur la répression en matière de mœurs. Et donc j'avais été amené à traiter notamment des infractions comme l'adultère, l'inceste, mais tout simplement tout ce qui a trait notamment à la famille, notamment toutes ces infractions qui peuvent mettre en péril la société Congo ou la famille Congo, tout comme le non-respect de la loi d'exogamie. Et donc, lorsque j'ai fini mon mémoire de DEA, ben, en doctorat, finalement, j'ai continué le même sujet, le même thème, bien évidemment, en agrandissant le champ d'intervention. Donc, pour mon mémoire, c'était des infractions en matière de mœurs. Et en doctorat, j'ai finalement traité aussi des infractions liées au bien ou des infractions liées contre, je dirais, les atteintes, hein, les atteintes telles que les homicides, volontaires ou involontaires. Et de là, lorsque j'ai soutenu ma thèse il y a 20 ans de cela, il m'a semblé que ça aurait été une mauvaise chose de s'arrêter uniquement à la soutenance et que j'avais appris beaucoup de choses et que je me devais aller quand même au-delà des problématiques que j'avais dégagées dans le cadre de mes recherches doctorales. D'où cette passion, certainement, qui s'est imposée à moi naturellement. Lorsqu'on vous lit, vous sortez de votre champ de compétences en abordant plusieurs sujets, notamment l'histoire. Parce que vous êtes juriste, mais vous touchez à l'histoire, notamment l'histoire de la société royale Congo, le Congo royal. Oui. Et vous parlez justement des clans du travail de fer et d'appartenance technologique industrielle. Pourriez-vous être un peu plus explicite par rapport à ce troisième chapitre de votre ouvrage sur lequel nous allons longtemps? Mais sur ce chapitre, effectivement, vous touchez à ce qui constitue la famille Congo. La famille Congo, tout comme la famille africaine en général, ne peut pas être définie comme la famille à l'occidental, ou telle que les Européens ou les Occidentaux conçoivent la famille.
Ici, la famille est constituée, hein, en France ou je dirais en Occident, la famille est constituée par des pères et mères. On peut y ajouter les grands-parents. Lorsque finalement on touche à la société africaine et en l'espèce à la société Congo, on se rend compte que parler de la famille, c'est quelque chose d'immense. La famille est constituée, je dirais, nous avons une conception clanique finalement de la famille. Et d'ailleurs, pour parler donc de cette famille clanique, il me faut au préalable définir le clan. Qu'est-ce qu'on entend par le clan? Ben, le clan, c'est ce qui constitue la parenté de la famille Congo. Et le clan est la collectivité de tous les descendants, je dirais par filiation utérine, et qui sont issus d'une même aïeule. Voilà. Et donc là, il s'agit de tous les individus des deux sexes. Et il y a une particularité, cette famille-là, qui a une dimension clanique, est constituée aussi par les morts ou par ce que le père Van Wing appelle des êtres qui vivent en dessous. Donc là, il s'agit des défunts des morts, et puis en dessus, les vivants. Donc la réalité de la famille congolaise est clanique, et le clan lui-même est constitué par des branches, par des lignées. Et ces lignées sont appelées dans la société Congo, le nom qui est retenu, c'est les Mvila. Voilà. Et donc, lorsque j'ai étudié la société Congo, notamment dans ses branches, je me suis rendu compte que ces lignées étaient constituées par des individus qui étaient finalement spécialisés dans une activité nommément désignée. Un exemple, lorsque j'ai étudié un clan tel que le clan Mpanzu ou Kimpanzu, c'était en fait les membres de ce clan étaient réputés pour exercer des métiers d'ordre judiciaire liés à la justice, puis en même temps, ils ont été de beaucoup dans ce que je peux appeler dans le domaine politique, dans l'organisation politique de la société Congo, donc les membres du clan Mpanzu. Et lorsque j'ai examiné un autre clan tel que le clan Sundi, ce clan-là, les membres de ce clan étaient réputés pour traiter, c'était le travail des métaux en fait. Voilà. Et donc lorsque je dis qu'il s'agit là d'un clan qui était réputé pour des activités d'ordre industriel, c'est parce que le fer, par exemple, dans la société Congo, était le plus souvent travaillé par les membres du clan Sundi, un autre clan que l'on peut associer notamment dans ce travail des métaux. Il y a le clan, il y a les Sundi, ensuite c'est là où l'on retrouve par exemple les Babwende, hein, le clan Babwende ou enfin, on peut élargir, hein. Il n'y a pas que le domaine industriel, il y a aussi le domaine artistique. Il y a notamment le clan Mbanda et le clan Makondo, étant donné que en fait Makondo et Mabanda, c'est en fait des frères jumeaux qui dans la société Congo ont inventé une danse qui a été très très populaire et qui a d'ailleurs été même transportée, je dirais, outre-Atlantique. On a retrouvé les traces de la danse qui avait été inventée par ses frères jumeaux, Manda et Makondo, au Brésil par exemple, ou même dans les Caraïbes tels qu'en Haïti par exemple. Quel est le nom de cette danse? C'est la danse Banda. Banda, d'accord. La danse Banda. Alors, parlons un peu de droit coutumier. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos du droit dans la société royale Congo? Mais effectivement, si on emprunte une définition qui est celle de définir le droit comme étant l'ensemble des principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement d'une société. Pour ce qui est du droit coutumier Congo, je dirais ces principes aussi qui portent tant sur l'organisation que le fonctionnement de la société Congo
porte sur ce que je peux appeler, en fait, c'est un nom que j'ai francisé. Hein. Chez nous, on a ce que je peux appeler la philosophie Congo, qu'on appelle le Kimuntu. Mais j'ai tenté un peu la francisation de ce nom en l'appelant par le Muntuisme. Donc, parler du droit coutumier Congo, ben, c'est de parler de tous ces principes, certes du droit, mais qui font partie de cette philosophie globale de Kimuntu des Congos, mais que l'on ne retrouve pas que chez les Congos. Hein. Je dirais c'est une philosophie que l'on retrouve dans toutes les populations bantoues. On peut même aller en Afrique du Sud. Hein. En Afrique du Sud, d'ailleurs, il y a l'ex-président américain, hein, Obama, qui disait notamment en parlant de Nelson Mandela, s'il a eu notamment à vivre les moments difficiles, à les supporter, bien parce qu'il avait été aidé, entre autres, par ces principes qui relèvent du montouisme. Maintenant, pour ce qui est du droit, en parlant de la société Congo, ben, ce droit-là porte sur ces principes, notamment d'organisation et de fonctionnement, tant pour la royauté que pour les provinces qui ont constitué notamment cette royauté avec la répartition ou des tâches, notamment des gouverneurs de province. Voilà, et puis il y a aussi ces principes qui régissent la famille, hein, notamment que l'on peut retrouver aussi à l'occasion des grands événements tels que la naissance d'un enfant, tels que le mariage, tels que, je ne sais pas moi, le retrait des deuils. Donc tout ça, ces événements-là sont régis par le Code coutumier Congo. Est-ce que ce code coutumier se retrouve aujourd'hui dans la on le trouve aujourd'hui dans la Constitution congolaise? Il m'est arrivé lorsque j'étais effectivement en doctorat, j'avais eu la chance de me retrouver avec le code de la famille du Congo. Dans ce code, j'ai retrouvé effectivement la volonté du législateur d'intégrer certains aspects du droit coutumier, je dirais pas Congo, hein, mais je dirais du droit coutumier congolais, hein, certainement des coutumes venant aussi d'autres ethnies qui composent le Congo actuel, notamment en autorisant par exemple la polygamie. Dans ce code de la famille congolais, j'avais lu qu'il était notamment autorisé à un homme de pouvoir se marier, je pense au maximum avec 4 femmes. Mais j'ai trouvé que ces aspects n'ont pas été assez exploités lorsque je suis tombé sur les dispositions qui portent sur la succession. J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait tout simplement d'un code civil français. Voilà, et c'est regrettable qu'on n'a pas pu finalement aller plus loin dans l'exploitation notamment de ces principes du droit coutumier Congo qui définissent en fait l'être Congo tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. La société royale Congo est foncièrement matriarcale. Donc, la femme est le pilier central de cette société. Alors, comment pouvez-vous concilier la polygamie et le fait que la femme joue un rôle prépondérant dans cette société? Comment peut-on justifier la polygamie? Oui, dans une société matriarcale où la femme joue un rôle essentiel. C'est-à-dire que c'est le pilier central, puisque chez les Congos, on dit Zoulian Kento, Zoulian Zambi, nous ne jurons que par la mère. Comment peut-on donc surcharger la mère, puisque celle-ci se retrouve avec des co-épouses? C'est vrai que la polygamie, lorsque on l'examine, donc la polygamie fait appel dans le cadre d'un mariage pour un époux d'avoir 2 ou 3 femmes, avoir plus. Moi, je pense que en parlant de cette société Congo, et même je dirais en général, hein, puisque l'institution ou ce principe de polygamie n'a pas été que, je dirais, accepté dans cette société congolaise, mais je dirais c'est dans la société africaine noire. Je pense que la polygamie a été, je pense, aussi une manière, c'est ce que j'ai pu aussi recueillir hein, dans les travaux, je dirais, des sociologues. La polygamie a été aussi une institution pour agrandir
la famille ou même c'est le jeu des alliances en fait. Parce qu'en fait, quand on regarde en fait la fondation du royaume au Congo, le génie du fondateur de ce royaume, comme les auteurs le disent, c'est d'avoir réuni plusieurs petits royaumes en un État centralisé, gouverné par un seul monarque résidant notamment dans une capitale et en l'espèce appelée Mbanza Congo. Donc en fait, si la polygamie a été instituée, je dirais politiquement entre autres, c'était effectivement pour non seulement créer des alliances, mais en même temps pour les renforcer. Mais à cela s'ajoute, je pense aussi, tout simplement la réalité aussi de l'homme tel qu'il est, qui ne peut pas peut-être se contenter d'une seule femme. Et pour ne pas vivre dans l'hypocrisie, je pense que dans cette société, on avait estimé qu'on pouvait, et avec l'accord, hein, puisque vous l'avez effectivement parlé, que la société Congo, c'est une société matriarcale, je ne pense pas que l'institution de cette polygamie ait été consacrée sans que les femmes elles-mêmes aient pu donner leur avis. Je pense que il y a quand même un personnage hein, du côté de la femme dans la société Congo qu'il faut quand même peut-être citer, Landona, hein, Landona qui est l'homologue, je dirais, Djumfumumfu, qui est notamment un homme politique important au sein de cette société Congo. Et donc, je pense que si la polygamie a été instituée non seulement pour finalement favoriser d'un point de vue politique le jeu des alliances, et puis je dirais aussi peut-être d'un point de vue économique ou d'un point de vue agricole aussi, peut-être constitué des grandes familles, mais c'est aussi pour éviter, parce que c'est aussi quelque chose d'important dans la société Congo, ne pas vivre dans l'hypocrisie, c'est-à-dire instituer la monogamie, imposer notamment à ce que les hommes vivent avec un seul homme, et puis de se rendre compte qu'il y a, voilà même l'expression, en parlant notamment d'une femme qui serait du dehors, que l'on qualifie par makangu. Donc le mieux, qu'est-ce qu'on a préféré? C'est d'abord, si on est intéressé par une seule femme, et si à un moment donné, l'homme est intéressé par d'autres, le fait d'épouser d'autres ou d'avoir d'autres femmes sans que la première épouse n'ait été au courant, c'est une honte, c'est un mépris pour la première femme. Donc le mieux, c'est d'officialiser les relations que l'on pouvait tisser dans l'ombre. Et qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un conseil qui se réunissait pour parler notamment de la question, et puis en même temps d'en informer la femme, la première épouse, d'où la qualité de la première épouse de Mombanda, le nom Mombanda qui signifie la femme préférée. Donc quand les co-épouses viennent, il faut qu'elles se rendent compte, certes, elles sont au ménage, mais il y a quand même une première épouse qui était là avant elle, et à ce titre, elle a droit à un profond respect. Voilà. Les choses ne se font pas en catimini. C'est aussi ça, je pense, la société Congo. Bon, on dira que de nos jours, peut-être les choses ont évolué. Certains voudront la monogamie, mais moi, sur ce point bien précis, je n'ai aucun jugement, surtout de nature, à considérer que la polygamie a été une mauvaise chose dans cette société Congo. Non. Et d'ailleurs, même lorsque le christianisme a été instauré dans cette société dans les années 1488, lorsque les missionnaires sont arrivés, parmi les règles chrétiennes qui ont été instituées, c'était la monogamie. Le roi Zingankuru, qui s'était converti, finalement s'était rendu compte que cette institution-là de monogamie, venant de la religion chrétienne, était incompatible avec les principes, les grands principes qui régissent la société Congo. Donc, au bout de 2 ans, il a démissionné. Il a estimé que la monogamie, telle qu'elle avait été notamment proposée ou conçue par le christianisme, n'était pas en parfait accord avec ces grands principes de façon générale qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la société Congo. Je veux me permettre d'ôter la robe du juriste, de l'avocat, oui, pour interpeller le civil, l'être humain que vous êtes.
Oui. Pensez-vous que les polygames ne peuvent pas avoir des makangous, c'est-à-dire des maîtresses? Ça, je dirais, c'est une question qui relève plus ou moins à la nature de l'être. Je dirais, c'est personnel. Je veux dire que il y a ce que le bon sens ou ce que le droit peut commander, peut édicter, et puis l'être tel qu'il est dans sa complexité, qui peut socialement accepter certains principes, et puis finalement, au quotidien, avoir un comportement qui est contraire, notamment à tous ces principes auxquels il a pu adhérer ou accepter. Voilà. Moi, je pense que dans la société Congo, un homme qui est polygame, qui est reconnu par la société comme étant un homme ayant 2 ou 3 femmes et qui se permet finalement, en dehors de ces 3 femmes, d'en avoir d'autres, sans que ces femmes-là soient connues, soient officielles. Là, l'homme, cet époux-là, n'est plus en parfaite harmonie avec les principes qui régissent cette société. Parce que s'il veut une autre femme, les principes Congo lui imposent de réunir un certain nombre de conditions, surtout de faire en sorte qu'il y ait un conseil pour discuter notamment de ce choix. Et d'ailleurs même, il y a ce danger, bien évidemment, peut-être d'avoir plusieurs femmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si un homme admettons, qui est polygame, qui a 3 femmes, veut en avoir 2 autres ou 3 autres, mais bien évidemment, le conseil des anciens qui se réunit peut faire comprendre, notamment à l'homme, vous en avez eu 3 ou 4, quand même, vos premières femmes ont été quand même consentantes, mais là, un peu, vous abusez, on ne va pas quand même vous autoriser d'aller un peu plus loin. Donc, la nature humaine est complexe. Je ne vais pas juger de la nature de l'être. Mais par contre, pour ce qui est du droit coutumier, Congo, qui autorisait la polygamie, cette polygamie devait répondre aux exigences de la polygamie telle qu'elle était régie. Donc, ce n'était pas la volonté de l'être de se dire que voilà, de décider du jour au lendemain, j'ai une femme et je veux en avoir 3, 4 et personne ne va me l'imposer. Cela constituait un trouble à l'ordre public de la société Congo. Même quand il s'agit de la polygamie, celle-ci devait répondre aux normes du droit. Et ces normes du droit, c'est de respecter aussi la femme. Alors, il arrivait aussi, il faut le préciser, il arrivait que ces femmes disent que voilà, tu veux d'une autre femme, celle-là, nous ne la voulons pas. Parce que les 2 ou les 3 femmes qui étaient déjà au foyer avaient estimé que la 4e ou la 5e qui venait, que c'était trop. Ou qu'elles avaient un comportement qui était de nature à menacer l'ordre même du foyer. Donc les choses ne se faisaient pas de façon, je dirais, spontanée. Non. Oui, la polygamie, mais à la condition qu'elle réponde à certains principes du fonctionnement ou de l'organisation de la famille. comment expliquez-vous que la polygamie soit autorisée dans le droit coutumier Congo, donc ça soit quelque chose de légal, mais qu'en Oui. même temps, la polygamie soit une pratique marginale dans nos sociétés? Parce qu'il y a très peu de polygames au Congo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Comparé à polygamie. certaines contrées, du moins. Non, moi, je pense que ça, c'est tout simplement une influence, je dirais, euh, la colonisation est passée par là, avec l'introduction notamment de ces principes. Je dirais en prenant le cas des pays francophones, de ces pays africains qui ont été colonisés par la France. Donc, la France n'est pas venue pour apporter uniquement ces principes sociaux ou, je dirais, des principes économiques ou politiques. La France est venue aussi avec ses valeurs chrétiennes et ces valeurs chrétiennes ont institué la monogamie et en instituant la monogamie, par voie de conséquence, la polygamie a été constituée, je dirais, comme une forme de péché, comme quelque chose d'inadmissible, d'inhumain.
Voilà. Je vais vous donner un exemple précis. C'est là où je préfère m'en tenir à la nature de l'être, de ne pas juger, de dire qu'il serait préférable de prendre la monogamie. Lorsque je prends la société française, je la côtoie, bientôt ça fera 40 ans. Je suis juriste, je suis avocat. Oui, lorsque je vais dans des tribunaux, lorsque j'accompagne des clients ou même lorsque je les reçois à mon cabinet pour leur expliquer ce que c'est que le mariage, ce que c'est que le divorce, je leur dis bien évidemment la polygamie est interdite, ceci et cela, mais sociologiquement parlant, on se rend compte que parfois ceux qui prétendent être soi-disant, qui sont pour la monogamie, ont quand même ce que vous avez appelé vous-même des makangu, des maîtresses. Donc, quelque part, on assiste quand même à une forme un peu d'hypocrisie, un peu des principes que l'on affiche. Et au quotidien, finalement, on se rend compte que ces principes qui sont affichés, qui deviennent en quelque sorte des dogmes, ne sont pas aussi respectés dans la vie de tous les jours. Donc, ne serait-ce que sur ce point, je ne serais pas dur envers sincèrement mes ancêtres pour dire que la polygamie a été une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose. Moi, je la comprends par rapport au fonctionnement et à l'organisation de la société Congo telle qu'elle a été par le passé. Alors, Aujourd'hui, c'est la modernité. Aujourd'hui, nos sociétés ont été influencées par la culture ou la civilisation occidentale. Et donc, c'est avec toutes les conséquences que cela entraîne. sans vouloir faire le procès de la polygamie, bien que j'encourage la monogamie, pensez-vous que à l'époque de nos ancêtres, donc bien avant la colonisation, n'existait-il pas des monogames? Des gens qui ne voulaient pas s'accommoder de plusieurs femmes? Dans la société Congo, et je dirais même au-delà de la société Congo, même de la société Bantou, le mariage est un moment, je dirais, c'est un moment sacré. C'est-à-dire qu'on ne, certes, il y a cette aspiration familiale lorsqu'un enfant naît. Tu es un léké, hein, quand on dit de léké, ça vient du verbe léka, qui veut dire dormir. Voilà, l'enfant passe son temps à dormir et que ses sens ne sont pas éveillés. Donc, on est d'abord moana venant du verbe moneka, on est enfant, ensuite léké, un enfant en bas âge. Ensuite, on finit par devenir un mbuta venant du verbe buta. Donc, ça veut dire on a la capacité d'organiser, de constituer une famille. Donc, bien évidemment, la famille attend, ou le clan attend notamment de la jeune fille de pouvoir se marier, de constituer une famille, tout autant pour le mouta, pour la personne masculine devenue adulte, devenue un mouta. Mais si, à titre personnel, on estime que je préfère avoir une femme, mais il n'y aura il y aura aucune pression familiale pour qu'on t'impose que tu aies une deuxième, une troisième femme. Maintenant, pour celui qui veut avoir 2 ou 3 femmes, il n'y a qu'une seule chose qui lui est demandée, surtout qu'il ne le fasse pas par mépris, en méprisant sa première épouse. Il faut qu'il en parle aux anciens. Il y a un conseil pour cela. Et d'ailleurs, même lorsque on manifeste ce désir d'avoir une deuxième, une troisième femme, il n'est pas dit parce que on l'a voulu que la société ou le conseil des anciens sera en accord. On peut même te montrer tes insuffisances en disant, voilà, vous voulez d'une deuxième, d'une troisième épouse. Mais voyez-vous, avec la première, voilà comment vous vous comportez. Donc, c'est pour cela qu'il faut le relever que dans la société Congo, souvent, la polygamie, c'est une affaire de ce que l'on peut appeler des hommes qui sont économiquement puissants. Lorsque tu n'es pas en mesure, parce qu'on n'oublions pas dans cette société quand même, vous l'avez bien relevé, la femme vraiment joue un rôle fondamental dans l'éducation des enfants, même dans la vie de tous les jours. Lorsque l'homme, bien évidemment, s'en va pour aller travailler le matin, ceci et cela, mais il faut qu'il soit en mesure de sécuriser sa femme, de sécuriser son foyer. Et si avec une première épouse, vous êtes dans une incapacité de sécuriser votre foyer, je ne pense pas que le conseil des anciens serait à même de vous donner l'autorisation d'avoir une deuxième ou une troisième femme. Sociologiquement, la plupart des sociologues
l'ont remarqué dans cette société Congo, la polygamie est avant tout une affaire des hommes économiquement puissants. Donc, quand on est une personne ordinaire avec les moyens modestes, on ne va pas quand même se taper le luxe d'avoir 2 ou 3 femmes. Si vos moyens ne vous le permettent pas, ça serait quand même un crime de lèse-majesté. Et d'ailleurs, même un manque de respect, de considération de la femme. C'est la première fois que nous accueillons un juriste dans notre émission Lubuka, et donc j'en ai profité un peu pour vous titiller sur ce sujet. Non. Revenons à la notion de bantou, parce que cette notion, moi je suis de ceux qui la contestent. Et parfois j'ai l'impression que c'est par paresse intellectuelle que les intellectuels africains de façon générale utilisent cette notion, parce que nous savons très bien que bantou est le pluriel de muntu. Et lorsqu'on parle de bantou, les Indiens, les Arabes, les Esquimaux, les Blancs sont bantous. Puisque muntu, c'est être humain, bantou, c'est le pluriel. Et cette notion de bantou, les peuples bantous, a été justement conceptualisée par un linguiste d'origine allemande installé en Afrique du Sud à la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelait William Blick. Et justement, qui nous parle de bantou. Et en opposition à la notion de bantou, on nous oppose la thèse hamitique qui a causé tant de dégâts dans la région des Grands Lacs. Pourriez-vous, parce que lorsqu'on vous lit, vous appuyez sur cette notion de bantou, pourriez-vous être un peu plus explicite par rapport à cette notion? Pourquoi j'en suis arrivé à ce concept que j'ai appelé le muntouisme, c'est-à-dire le kimuntu, ce que nos anciens ont appelé le kimuntu. C'est quoi le kimuntu? Le kimuntu, je l'ai défini, ou le muntouisme, je l'ai défini comme étant à la fois la science et la religion du muntu. Alors, venons-en donc à la définition du muntu. Qu'est-ce qu'il faut appeler, qu'est-ce qu'il faut entendre par le muntu? Mais le muntu, c'est l'être intelligible. Le ntu étant la tête faisant appel à l'intelligence. Donc, quand on dit d'un être que c'est un tout, c'est un muntu, ça veut dire que l'organisation de sa vie, sa manière d'être et de faire est, si je peux me le permettre, quelque peu rationalisée. Il y a l'intelligibilité de l'être, la manière de vivre et de faire, et par opposition, vous ne m'en avez pas parlé, par opposition à cet être que nous anciens ont appelé le Kimpumbulu. C'est-à-dire, quand on parle du muntu, celui qui n'est pas muntu, dans la société Congo par exemple, à défaut de ne pas être un muntu, parce qu'on n'a pas su, finalement, on n'a pas pu vous humaniser, on devient un Kimpumbulu. Donc, le muntu, c'est l'être intelligible. Et quand je définis le muntouisme ou le kimuntu, je dis bien, c'est la science et la religion du muntu. Et cette science porte sur tous ces principes ou tout l'ensemble des règles qui sont là pour assurer la survie, le bien-être de l'être et au-delà de l'être, de la société. Et quand on n'est pas un muntu, on est un kimpumbulu. Et lorsque j'examine le mot kimpumbulu d'un point de vue étymologique, il y a le mpu. Le mpu qui nous, je dirais, vulgairement, je dirais que le mpu, c'est le chapeau. Mais les choses sont encore plus subtiles. Chez nous, le mpu désigne en fait le pouvoir, l'autorité, la couronne. Et donc, quand je dis kimpumbulu, il y a aussi le mbulu, le deuxième vocable, le mpu et le mbulu. Et donc, l'association de ces deux vocables nous définit un être dont le comportement serait beaucoup plus proche de l'animal qu'il ne le serait d'un être humain. Et donc, parler des bantous, je dirais sociologiquement, c'est de parler de toutes ces populations qui, effectivement, dans la manière d'être, de faire, de vivre, privilégient ou mettent en avant le tout. Le tout. Donc, mettre en avant le tout, c'est affirmer l'intelligibilité comportementale de l'être dans la manière de faire. Et
c'est aussi ça la société Congo en fait. C'est pour cela que j'ai été fasciné dans cette société que je ne connaissais pas en étant notamment au pays, au Congo. Lorsque j'ai examiné notamment le droit, j'étais parti avant tout uniquement sur des questions judiciaires, sur des questions juridiques de droit, et puis je me suis rendu compte dans tous les domaines, dans cette société Congo, qu'il y avait toujours ce souci de faire en sorte que dans tout ce que l'on peut entreprendre, il doit toujours aspirer à la paix, il doit toujours aspirer à l'harmonie, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit tout simplement dans le domaine social lié à l'organisation de la vie familiale. Quand je parle, par exemple, d'un point de vue politique, dans l'une de mes publications, je parle du moutouisme comme étant base de la philosophie du royaume Congo. Pourquoi je dis que le moutouisme a été la base? Mais pourquoi? Parce que le roi fondateur du royaume Congo, notamment Nimi Lukeni, qui au moment de son accession, bien évidemment, va prendre un autre nom qui est celui de Ntinu-Wene, avait eu ce génie de réunir, comme je l'ai indiqué au tout début de mon propos, les multiples petits royaumes pour les associer dans une très grande fédération. Mais comme il tenait tant en tout, il ne les a pas rassemblés pour les dominer, pour les écraser. Non, il a reconnu le pouvoir politique des chefs locaux en disant, je ne viens pas. Mon souhait, c'est de vous réunir. Donc, le roi Ntotela, Nimi Lunkeni, c'est-à-dire quand il crée son royaume, le génie de cet homme, quand il va chercher à réunir ses chefs locaux dans un grand ensemble, c'est pas pour les dominer. Il ne cherche pas à les dominer. Mais comme il est animé par ce principe fédérateur qui est le Ntu, l'intelligibilité de l'être, c'est de dire, vous aspirez tous à la paix. Vous aspirez tous au développement, notamment de vos villages. Vous aspirez à ce que vous soyez plus fort que vous ne l'êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il ne serait pas préférable que l'on soit plus nombreux dans un même ensemble, mais je vais vous laisser vos pouvoirs, vos prérogatives. C'est pour cela que lorsqu'on regarde le royaume du Congo, l'organisation politique du royaume du Congo, en fait, les sociologues ou les chroniqueurs ou les missionnaires parlent du royaume, mais moi, je parlerai beaucoup plus de fédération, une très grande fédération, parce que le fondateur ne s'est pas retrouvé entre ses mains avec tous les pouvoirs. Lorsqu'on voit bien ce royaume qui est constitué de pas mal de provinces, en fait, le pouvoir réel est entre les mains des gouverneurs de province. Et donc, le pouvoir du roi, c'est beaucoup plus un pouvoir de représentation ou un pouvoir de délégation. Ce sont les gouverneurs qui reconnaissent un certain nombre de prérogatives au roi pour l'intérêt général. Donc, le roi n'est pas là à décider de façon unilatérale de ce qui peut s'organiser dans une province donnée. D'où ce conseil royal autour du roi et qui est constitué par des notables et notamment par des gouverneurs de province. Mais pourquoi on en est là? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui anime aussi bien le roi que les gouverneurs, le Ntu, l'intelligibilité de l'être. Soyons intelligents pour que l'on soit fort, pour que l'on soit plus dynamique et qu'on aille vers le développement. Voilà l'objet même de ce qu'il faut entendre par le Ntu ou la philosophie du moutouisme. Venons-en à votre ouvrage que vous avez consacré à la personne du cardinal Émile Biayenda. Oui. Excellent ouvrage que j'ai pris plaisir à lire. Je l'ai scruté longuement. J'ai pris le temps de le lire dans le train, avant de me coucher. Et honnêtement, je me suis passionné parce que vous avez suscité en moi la passion de connaître davantage le rôle du clergé dans notre société. Nous avons, dans une précédente émission, justement, accueilli un clerc qui part du principe que le rôle de l'Église dans nos sociétés a été destructeur, pour ne pas dire nocif. Et là, vous avez intitulé votre ouvrage « Le cardinal Émile Biayenda et les 12 chefs de la conscience socioculturelle des Congo ». Ouvrage
qui vous a été inspiré par la thèse doctorale du cardinal Émile Biaïnda intitulée Coutume développement chez les Bakongo du Congo-Brazzaville. Que pourriez-vous nous dire par rapport au personnage du cardinal Émile Biaïnda qui a été assassiné il y a 44 ans? Mais je vous remercie de me parler de cet illustre personnage qui est le cardinal Émile Biaïnda. Je vais vous faire un aveu. Je pense que sans les écrits, notamment, je dirais, ces études doctorales du cardinal Émile Biaïnda, je ne pense pas que j'aurais été allé, je serais allé loin dans les études, je dirais, Congo. Lorsque j'étais au Congo tout jeune, oui, je connaissais, hein, on m'avait parlé du cardinal Émile Biaïnda. Quand il est décédé, bon, j'ai à peine, je suis un gamin. J'ai été aussi au séminaire en Mamou. Oui, donc on m'a parlé, je connaissais le cardinal, mais j'ai beaucoup plus découvert l'homme, ce grand traditionnaliste, ce grand connaisseur des coutumes Congo. Mais lorsque j'ai été en thèse, lorsque j'ai lu notamment ces études qu'il a eu à faire sur la société Congo, voilà, je trouve que son apport, sans son apport, je me souviens, à un moment donné, lorsque j'étais en thèse, à un moment donné, j'avais du mal à pouvoir dégager ou même à trouver, à concevoir mon plan, à aller un peu plus loin dans ce que j'avais pu faire lorsque j'étais en DEA. Mais en lisant la thèse du cardinal, dans ce que j'avais pu lire, je me suis rendu compte que voilà, j'avais besoin d'un travail comme celui-ci pour mieux comprendre. C'est-à-dire que je pensais qu'en droit pénal, par exemple, qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été écrit par, je dirais, des universitaires hein, dans cette société Congo. En lisant cette thèse, je me suis rendu compte que non, mais le cardinal Émile Biaïnda avait parlé effectivement des principes rigoureux, notamment juridiques de cette société Congo, où le vol, par exemple, était sévèrement sanctionné et qu'il arrivait notamment qu'un voleur soit même enterré vivant, donc des principes rigoureux. Et c'est dans cette thèse que je me suis rendu compte que la propriété, ce que l'on peut qualifier comme étant la propriété privée, c'est quelque chose qui a existé dans la société Congo. Par exemple, la terre. Bien évidemment, la terre appartient aux anciens, notamment à ceux qui nous ont précédés. Mais lorsqu'on me donne une portion de terre et que je me mets à pratiquer de l'agriculture, à cultiver, je ne sais pas moi, des végétaux, ceci et cela, tout ce que je peux cultiver relève de ma propriété privée. J'en suis propriétaire, mais pas de la terre qui appartient aux anciens. Et ces questions-là avaient été bien traitées par le cardinal Émile Biaïnda. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cet homme-là, souvent, lorsqu'on parle du cardinal Émile Biaïnda, je ne vous parlerai pas de l'homme par rapport à sa stature en tant qu'homme d'église. Je n'en ai aucune compétence. Mais par contre, pour ce qui est des coutumes, pour ce qui est des traditions, très peu, je dirais très peu de Congolais connaissent cette dimension, cette grandeur du cardinal Émile Biaïnda, qui maîtrisait parfaitement. Et d'ailleurs, même je dirais le génie du cardinal Émile Biaïnda, c'est d'avoir su concilier nos coutumes et l'évangile. Et finalement, il a montré, puisque on vient de parler notamment de Kimuntu, et je me suis rendu compte que le cardinal Émile Biaïnda était animé par l'humanité. En fait, qu'il s'agisse de nos traditions ou qu'il s'agisse notamment de l'évangile, ce qu'il a toujours admiré, c'est en fait, c'est l'être humain. Il faut que l'être humain soit, je ne dirais pas parfait, mais il faut être quelqu'un de bien. Il faut être perfectible en matière d'humanité. Et le cardinal Émile Biaïnda va faire en quelque sorte une étude comparative dans ce que dit nos coutumes et dans ce que l'être humain doit être par rapport à l'évangile ou par rapport tout simplement à ce que prône le christianisme. Pour moi, il a su faire cette conciliation. Voilà. Et d'ailleurs, même, je dirais que dans sa façon de faire,
c'est comme s'il a réussi, je dirais que peut-être certains compatriotes n'apprécieront pas, ceux qui sont notamment de Bédion Songunza, mais je dirais que le regard du cardinal Émile Béinda par rapport à nos coutumes, c'est comme s'il a voulu christianiser, mais je dirais que non, je ne veux pas l'affirmer. Mais par contre, il a trouvé dans nos coutumes ce qui est beau, ce qui est parfaitement en accord avec l'évangile. Et c'est ce que prend le Kimuntu, par exemple, tout simplement. Le Kimuntu, voilà, le Kimuntu, c'est l'ensemble, notamment, de ces principes qui doivent contribuer non seulement à la construction de l'être, pour qu'il devienne un être aimable, un être affectueux. Et le cardinal Émile Béinda dit, par exemple, en parlant de Kimuntu, l'homme doit être formé depuis ses premières heures de naissance jusqu'à la mort. L'être, voilà, le Kimuntu. Quand on veut créer un être humain, c'est un travail et qu'il faut surtout aussi construire devant un espace qui est sacré dans la société Congo. Et de quel espace il s'agit? Le Mbongi. Voilà même quelqu'un qui a vu même dans le Mbongi, le cardinal Émile Béinda, comme un espace non seulement de former l'être, l'enfant qui est appelé à devenir quelqu'un de grand, mais aussi à discuter des questions spirituelles, des questions chrétiennes par exemple. Le Mbongi est non seulement un espace de socialisation de l'être, mais ça peut aussi être un espace d'enrichissement spirituel de l'être pour au final construire tout simplement un Muntu, cet être intelligible, sage, voilà, qui aspire à la paix humaine et sociale à la fois. Alors, le cardinal Émile Bayenda est mort relativement jeune. Il a été assassiné. Et quels dégâts et quelles pertes. Je le regrette parce que cet homme avait beaucoup de choses à dire. Absolument. Sincèrement, c'est dommage, sincèrement. Je regrette l'assassinat de cet homme, et d'ailleurs, même en tant que juriste, je n'ai jamais compris les raisons pour lesquelles il a été assassiné. Et je considère que c'est une très grosse perte humaine, cet être-là. Et en plus, la dimension du cardinal Émile Béinda, ce qui me fascine chez Sotone, j'aime bien l'expression d'un de mes anciens professeurs que j'ai eu à Mbamou, l'abbé Olivier Massamba Lubelo, d'ailleurs même que je rends aussi hommage, hein, il a notamment préfacé, non seulement qu'il m'a formé, j'ai été son élève, mais il a aussi préfacé l'un de mes ouvrages. Et l'abbé Massamba Lubelo, en parlant du cardinal Émile Béinda, il dit ceci, que c'est en fait un homme qui avait, il était en fait déroutant. Voilà l'expression qu'il utilise. Il était en fait déroutant, cet homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je lis ses travaux, lorsqu'il parle notamment du Mfumompo, par exemple, de ce que doit être un chef, j'ai l'impression qu'implicitement, le cardinal Émile Béinda, à l'époque, quand il le définit, son Mfumompo, nous sommes en 68, c'est sa thèse, j'ai le sentiment qu'il parle de lui-même. C'est-à-dire que l'être tel qu'il le définit, le chef tel qu'il le définit, j'ai l'impression, c'est ce qu'il est lui-même. Voilà, pour moi, c'est l'exemple type du Muntu, Émile Cardinal Béinda. Alors, non seulement qu'il a dit des choses, non seulement qu'il a défendu certains principes de Kimuntu, mais il les a vécus, il les a pratiqués. C'est ce qui est passionnant avec cet homme. Et d'ailleurs, même, je ne pourrais même pas vous dire que si j'ai réussi, même jusqu'à maintenant, ça fait quand même, je dirais, bientôt 30 ans que je suis sur ses travaux, sa thèse, je la lis, je relis. Mais à chaque fois que je le lis, que je le relis, j'apprends toujours des choses nouvelles. Donc, c'est un être complexe, riche. Et les Congos diraient, en parlant de lui, c'est un Moussanda. Cet arbre qui a beaucoup, hein, qui a une dimension sociologique, tout comme le palmier ou même le baobab. Hein, ces arbres, je dirais, mythiques de la société Congo. Et le cardinal Émile Béinda est un Moussanda, un baobab, un Mukondo. Toute perte de vie humaine est déplorable. Mais les Congos disent également Wafwa Watoma. Parce que le cardinal Émile Béinda est un traditionnaliste, comme vous l'avez. Tout comme l'abbé Philibert Yulou. Oui, comme vous l'avez relevé ici dans votre ouvrage. Mais la question qui me taraude l'esprit est la suivante. Oui. Comment peut-on concilier l'évangile avec nos traditions?
Ah, une question pertinente. Parce que Euh, c'est quand même, il faut bien rappeler que ce sont les missionnaires qui sont à l'origine de la destruction du Royaume Congo et de la Tout à fait. déstabilisation de toute la sous-région. Et lorsqu'on vous entend parler, magnifier les travaux du cardinal Émile Bayenda que je n'ai pas encore lus, on a l'impression que vous nous parlez là d'un dogme idyllique. Donc, Non, je vous ai dit, creuser un peu. je vous ai dit dans mon propos, Oui. parler du cardinal Émile Biaïnda en tant qu'homme d'église, sur ce terrain-là, je n'en ai aucune compétence et je ne pense pas que je sois vraiment bien placé. Mais je parle tout simplement de cet homme-là, de ce qu'il a pu écrire par rapport à nos coutumes, par rapport à nos traditions. Et d'ailleurs, même le mérite du cardinal Émile Biaïnda, lorsque je le lis, c'est que quelque part, implicitement, dans sa thèse, quand il parle des coutumes et développement dans la société Congo, en fait, implicitement, même s'il ne le dit pas explicitement, pour moi, je pense qu'il refuse à ce que le christianisme soit appliqué, je dirais, dans sa totalité, dans cette société Congo ou congolaise. C'est comme si, bien avant même l'introduction du christianisme, que la dimension, je dirais, universelle de l'être, qui doit être bon, qui doit être juste, qui doit être animé par l'équité, tout simplement, les vertus. Le cardinal, c'est pas uniquement dans sa thèse, même dans d'autres écrits, il l'a toujours revendiqué. Je pense notamment lorsqu'il est notamment désigné cardinal avant d'aller à Rome en 1973, il est interviewé, c'est avec la radio congolaise, mais lorsqu'il parle de nos coutumes, il n'hésite pas à bien dire que les missionnaires ne doivent pas penser que l'homme noir a commencé à réfléchir ou l'humanité, tout ce qui peut être vertueux n'a commencé qu'avec leur arrivée. Hein. Il le dit bien. Voilà, c'est pour cela que il n'hésite pas à affirmer. C'est-à-dire que ça a été le choix du cardinal de choisir la voie chrétienne. Mais c'est pas parce qu'il a choisi la voie chrétienne que l'homme a remis en cause ce qu'il a été auparavant, surtout ce qu'il avait appris de noble auprès de ses parents, en l'occurrence, le Kimuntu. En fait, les valeurs que prône le christianisme, mais beaucoup de ces valeurs que l'on retrouve dans le moutouisme. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que montre le cardinal Émile Biaïnda. Pour moi, implicitement, peut-être d'autres. Est-ce que la voie du christianisme, est-ce que le cardinal Émile Biaïnda a choisi cette voie ou cette voie s'est imposée à lui quand on sait que pendant la période coloniale, c'était l'école missionnaire qui était au cœur de la société et qu'en dehors de cette école, on n'avait pas d'autre possibilité de s'instruire? Moi, je pense, effectivement, pour moi, le cardinal Émile Biaïnda, à défaut, s'il n'avait pas été un religieux, s'il n'avait pas choisi sa voie, qui est une voie pour moi respectable, hein, être prêtre, je pense que la bonté et la grandeur de cet être-là, même s'il n'avait pas connu le christianisme, je pense qu'il aurait été un bon représentant des valeurs de Kimuntu et même des valeurs spirituelles qui sont celles de Kimuntu. Voilà, et je dirais ceci, ce n'est même pas le christianisme qui a façonné le cardinal Émile Biaïnda. Le cardinal Émile Biaïnda, tout enfant, tout jeune qu'il était, il était déjà bon. Et je pense qu'il était bon, les valeurs de Kimuntu, ces valeurs qui lui avaient été inculquées par ses pères et mères, ces valeurs les avaient façonnées. Et moi, je vous dirais ceci, puisque je suis aussi, je dirais aussi croyant, lorsque je vois cet homme-là, lorsque je m'en tiens aux valeurs spirituelles de Kimuntu, des Congo, en fait, le cardinal, c'est un visiteur. C'est-à-dire cet être-là, quand je le vois, dans sa façon d'être, je n'aime pas cette expression, mais on parlerait peut-être de la réincarnation de l'être. C'est-à-dire dans sa façon d'être et de faire, cet homme-là, c'est comme si, en parlant de la société Congo, de ses valeurs, c'est comme si dans une vie antérieure, ces valeurs-là, il les avait déjà vécues et qu'il était bien placé pour en parler. Donc moi, tel que je le vois, c'est pas l'Église
qui a fait du cardinal ce qu'il a été dans sa bonté. L'homme était bon. Et d'ailleurs, même ses témoins oculaires, ses contemporains, qui l'ont connu lorsqu'il était à Mbamou, ou là où il est passé, on dit de lui qu'il était bon, qu'il était juste, qu'il n'aimait pas avoir des conflits ou d'être voilà, en difficulté relationnelle avec les gens. Moi, je suis convaincu que cet homme était naturellement bon. C'est pas c'est pour cela que ça s'est imposé, c'est cette bonté peut-être qui a fait que, à l'époque, c'est la colonisation. Je pense que pendant la colonisation, il n'y avait qu'une seule institution pour former nos parents, c'est cette école de la colonisation. Et donc, lui, naturellement, il est rentré dans cette institution. Je pense que ça aurait été une autre institution. Je pense qu'il aurait aussi adhéré à une autre institution, mais en étant toujours lui-même, le Muntu qu'il avait été par rapport aux valeurs de Kimuntu. Et je pense Maître Mbemba, sans vouloir vous interrompre, je voudrais tout de même quand même insister sur un point. Oui. J'ai lu votre livre, il y a plusieurs chapitres que j'ai relevés ici, mais je voudrais ici revenir sur la notion de syncrétisme, parce que lorsque vous dites que le cardinal Émile Beyenda est un traditionnaliste, oui. Donc, un traditionnaliste est censé défendre la tradition qu'il pratique au quotidien. Et en l'occurrence, qui est la tradition Congo. Oui. Et il intègre le séminaire pour devenir curé. Donc, je ne suis pas en train de faire un procès, mais je voudrais en fait comprendre, savoir, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Oui. Le syncrétisme ne fait pas toujours bon ménage dans nos sociétés, pour la bonne et simple raison, le café en tant qu'excitant est destiné à éveiller l'être humain. Et lorsque vous y ajoutez du lait, ça devient un sédatif. Pensez-vous que ce syncrétisme a été bénéfique au Congo dans sa globalité? Je vais vous parler de la noblesse du cardinal Émile Beyenda en matière de pensée. Et je pense que s'il s'est intéressé et s'il a pu adhérer au christianisme parce que, au nom de la justice, parce que c'est un homme juste, le cardinal Émile Beyenda, parce qu'il était aussi convaincu que toutes nos coutumes n'étaient pas bonnes. En fait, lui, il était pour, il faut garder ce qui est bien dans la tradition. Par exemple, nous avons parlé de la femme. Le cardinal Émile Beyenda, dans sa thèse, fait une critique en défendant la femme, en disant voilà ce qu'elle a été par rapport à la tradition. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre société. Est-ce que toutes ces coutumes qui pèsent ou qui ont pesé sur la femme, doit-on les garder? Ou finalement, nous pouvons aussi prendre quelque chose de bien qui peut ressortir du christianisme, non pas pour enterrer nos traditions, mais pour tout simplement les améliorer. Il y a quelque chose, je vais vous donner un exemple. Pendant longtemps, dans la famille Congo, avec la famille Congo, nous avions un rôle prépondérant de l'oncle maternel pour ce qui est notamment de l'éducation des enfants. Donc, avec une méconnaissance du père, le père est complètement absent dans l'éducation ou même dans ce que l'on peut faire. C'est l'oncle à lui seul, c'est-à-dire que le frère de la maman qui doit jouer le rôle. Je pense qu'aujourd'hui, moi qui suis congologue, si vous me demandez, est-ce qu'il me faut aujourd'hui qu'on revienne un peu à cette prépondérance du rôle maternel, du rôle de l'oncle maternel? Désolé, il faut le reconnaître, c'est le christianisme qui nous l'a ramené. La reconnaissance du père juridique. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne disposition. Moi, j'ai envie de m'occuper de mes enfants. Je suis père de 5 enfants. J'ai envie de les assumer, quoi. J'ai pas envie que ce soit notamment le frère de ma femme. Voilà aussi les acquis. Et c'est là où, en fait, j'adhère à la vision non seulement du cardinal Émile Beyenda, même de l'abbé Fulbert Yulu. L'abbé Fulbert Yulu nous invite aussi. Voilà un homme que l'on a traité comme étant un valet local qui a fait du n'importe quoi, ceci et cela. Mais l'histoire a fini par lui donner raison en disant qu'il nous faut aussi, dans cette colonisation avec ses valeurs, entre autres ses valeurs chrétiennes, il nous faut aussi garder ce qui est bien.
Et puis en même temps, une société est appelée à évoluer. Il y a certains principes qui avaient été notamment acceptés dans le Congo Ntotela, mais l'évolution aujourd'hui fait que certaines coutumes doivent être tout simplement purement éradiquées. Pas par mépris, mais c'est pour le bien de l'être, le muntu, l'être intelligible qui doit toujours. Problème de connexion. Problème de connexion. Là, Notamment, il est attaché à l'institution du Mbongi. attends, Rudy. Il y a eu un problème de connexion de ton côté, c'était un peu bloqué, mais c'est très bien. Oui, voilà, je disais, même l'abbé Fulbert Yulou, qui était un grand traditionnaliste, l'abbé Fulbert Yulou estimait qu'on ne pouvait pas tout rejeter de la colonisation ou du christianisme, qu'il était aussi intelligent de notre part de garder les acquis vitaux. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ces acquis vitaux? Mais ces acquis qui contribuent au bien-être du monde. Et je parlais, entre autres, notamment de la reconnaissance du père juridique, la présence, la reconnaissance du père dans l'éducation de ses enfants. C'est pas quelque chose qui était notamment institué par les coutumes de nos ancêtres. C'est quelque chose qui a été institué par le christianisme. Et aujourd'hui, si on fait, admettons, un vote, si on passe par voie référendaire pour demander aux gens s'ils veulent ne pas s'occuper de leurs enfants, je pense que nombreux diront que non, 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 je suis le père de mes enfants, j'ai envie de m'en occuper. Voilà des acquis qui viennent de l'Occident, notamment de ses valeurs chrétiennes, qui sont là aussi pour conforter nos... Maître Mbemba, je voudrais vous interrompre sur ce sujet précis parce que, en tant que traditionnaliste, je me dois aussi de défendre la tradition. Vous êtes avocat, votre métier est de défendre des êtres humains. Moi, en tant que traditionnaliste, je suis censé défendre la tradition qui est la mienne. Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous parlez de certains aspects négatifs de nos traditions, parce que tout dans la tradition ne peut pas être bon. Les traditions ont été créées par les hommes pour les hommes. Donc, quand elles deviennent caduques, il faut absolument les changer ou tout simplement s'en débarrasser pour les renouveler. Ça, c'est la vie qui est ainsi et cela est valable dans toutes les sociétés. La question qui se pose est la suivante, parce que lorsque vous dites que vous parlez de certains aspects que le christianisme aurait apporté chez nous, notamment lorsque vous citez l'exemple du père qui doit s'occuper de ses enfants, tenant compte d'une chose, c'est que le matriarcat, lorsque l'oncle joue un rôle prépondérant au sein de la famille, ce n'est pas pour des raisons que vous évoquez. La véritable raison qui fait que l'oncle soit un référent pour les enfants de sa sœur, c'est tout simplement une question d'adultère, parce que le père dans notre société, on est père par présomption du fait que l'adultère existe depuis l'aube de l'humanité. Il ne faut pas s'en cacher. Donc, c'était une façon de protéger l'héritage. C'est pour cela que dans la société... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pardon, maître. Lorsque vous parlez justement, vous dites que c'est le christianisme qui nous emmène cet aspect de s'occuper. Non, le père n'a jamais été totalement absent, même si l'oncle était le référent. Mais le père n'a jamais été, on n'a jamais empêché, en tout cas nos traditions n'ont jamais empêché le père de s'occuper de ses enfants parce que affirmer cela signifierait que dans notre société, le père était marginalisé alors que ça n'a jamais été le cas. Le père a toujours joué son rôle moteur, mais simplement la mère est la figure de proue dans une famille. Et aujourd'hui, avec l'ADN, puisqu'on peut faire des tests d'ADN en cas de doute, le problème de l'oncle ne se pose plus. C'est ça l'évolution. Aussi, le progrès technologique contribue à modifier ou à changer les règles dans une tradition. Voilà la nuance que je souhaitais apporter à ce débat. Maintenant, revenons à votre ouvrage. J'ai relevé un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Je pourrais dire que même c'est le chapitre le plus jouissif de votre ouvrage. C'est la puissance du verbe dans la tradition Congo. Et
Nous sommes dans une société justement où il y a des peuples qui sont identifiés euh, très bavards. On dit souvent des Congos, des Lariques, ce sont des gens qui aiment manier le verbe, d'où ce phénomène du nkelo, qui consiste à dénigrer une personne sans lui vouloir du mal. Est-ce que vous pourrez développer parce que nous sommes dans un Congo, nous aspirons à un Congo harmonieux. Et souvent, il y a des incompréhensions entre les différents peuples. Voilà pourquoi je souhaiterais d'ailleurs inviter des compatriotes d'autres contrées du Congo. J'ai du mal à mettre la main dessus. Je souhaiterais vraiment inviter des compatriotes d'autres régions du Congo pour nous expliquer un peu la subtilité de nos différentes traditions. Parce que, étant Congo, moi-même, je sais que lorsque, par exemple, les Lari parlent d'un kilo, dénigrent une personne, ce n'est pas toujours pour susciter des vexations, c'est une façon de tester la parenté à plaisanterie. Deux personnes peuvent se dénigrer et quelques secondes après partager un petit pot ensemble. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît, la puissance du verbe dans la tradition Congo? C'est très important, particulièrement pour nos compatriotes d'autres contrées du Congo. Merci. Si je saisis bien la portée de votre question, en fait, vous souhaiteriez savoir tout simplement la linguistique, en fait, Congo, les mots, puisqu'effectivement, dans mon ouvrage, je parle notamment de la puissance du verbe à travers les rêves ou à travers les ondes vibratoires. Moi, ce que je peux dire, en fait, si j'ai traité de ce chapitre, c'est pour montrer aussi, il y a quelques semaines, vous avez eu à interviewer notamment un compatriote qui a publié un ouvrage remarquable. Et l'intitulé de cet ouvrage, Lumière sur une langue révélée. J'ai beaucoup apprécié, non seulement que j'ai beaucoup apprécié votre interview, mais aussi l'ouvrage, parce qu'en fait, je me rends compte que de nos jours, la langue que nous parlons, celle qui nous a été léguée par nos ancêtres, cette langue-là n'est pas en fait suffisamment maîtrisée. C'est-à-dire que les gens parlent, ils utilisent des mots sans qu'ils se rendent compte de la portée ou de la gravité ou de la dimension vibratoire des mots que l'on utilise. Quel a été le nom? Quel a été le nom qui a été désigné par nos anciens pour désigner la parole? C'est le nom Ndinga. Et lorsque j'ai réfléchi sur ce nom-là, Ndinga, c'est comme si le nom en lui-même était évocateur. C'est comme si c'était une invitation d'aller à la découverte. C'est comme si, oui, toute la science, en fait, quand je parle de Kimuntu, de toutes ces valeurs qui régissent tant l'organisation que le fonctionnement de la société bantou, en l'espèce Congo, je me suis rendu compte que pour mieux comprendre ces valeurs-là, il faut être très, très attentif, réceptif au verbe. Autrement dit, à la langue. Par exemple, je vais vous donner un exemple précis où les gens utilisent des mots, des termes, ils utilisent la langue, mais ils ne se rendent pas compte de la puissance ou même je dirais, de ces ondes vibratoires que contiennent ces mots. Il nous arrive de tous les jours, lorsqu'on parle en Congo, les gens diront, tiens, ça c'est mon ami, en disant Nduku, par exemple, Nduku. Le mot Nduku, qui vulgairement, on dirait que c'est mon ami. Mais lorsque on s'intéresse à la linguistique Congo, qu'il faut maintenant analyser les mots étymologiquement, on se rend compte que si je qualifie, si je vous présente un ami en disant que c'est un Nduku, en fait, le Nduku, c'est bien plus qu'un ami. Le Nduku, je dirais, c'est cet être-là, oui, c'est un ami, mais avec lequel nous avons un même idéal existentiel dans la manière de faire et de vivre. Donc, je ne peux pas aujourd'hui présenter un ami comme un Nduku, et puis demain que je revienne pour que je vous dise que ce n'est plus un ami. Parce qu'en fait, le Nduku, c'est cet être avec lequel on partage une même philosophie que l'on appelle le Kundu. Et qu'est-ce que le Kundu? Il n'est autre que l'inversion de Nduku. Kundu, inversion Nduku. Kundu. Voilà, Kundu. Voilà. Et donc, les mots sont tels que dire de quelqu'un c'est un Nduku,
Ça veut dire que nous avons un même idéal qui est le kundu et nous avons un espace euh, euh, dans lequel, hein, cet espace où nous partageons cet idéal, comment on l'appelle, du bundu, nduku, kundu, du bundu. Voilà des mots qui sont là pour vous définir ce que c'est que l'amitié. C'est pareil quand on prend kundi par exemple. Le mot kundi, voilà, un homme dirait au cours d'un mariage, voilà, ça c'est ma femme, c'est mon épouse, kundi. Mais lorsqu'on analyse le mot kundi, oui, c'est l'épouse, mais l'épouse fidèle. Mais ça, c'est l'homme qui parle. C'est l'homme qui parle de sa femme, de son épouse. Mais il ne faut pas que cette relation soit à sens unique. Si la femme doit être une kundi pour son homme, et qu'est-ce que l'homme doit être vis-à-vis de son épouse? Le même mot, lorsqu'on l'inverse, ça nous donne ndiku. Et qu'il s'agisse de kundi ou ndiku, nous y avons le mot, en fait, c'est-à-dire qu'il y a la notion, en fait, de sécurité, celui qui m'apporte quelque chose. Quand je dis ndiku, il y a le verbe dika. Quand une femme va parler de son époux en disant ndiku aniena, c'est-à-dire c'est mon homme, c'est mon époux, en quoi est-il ton époux, ton homme? Mais parce que c'est cet être-là qui m'accompagne dans ma vie en cas de difficulté. Voilà, c'est lui qui me sécurise, qui me, même vis-à-vis de ma famille, qui me met en valeur. Et quand l'homme dit à sa femme, Nkundiamuno, ben, c'est une femme fidèle, mais c'est aussi une femme qui crée toutes les conditions requises pour le bien-être de cet homme-là, à qui il donne bien évidemment des moyens pour aller travailler, pour lui ramener ce qu'il faut, ce qui est digne d'un homme que les Congos appellent bakala. Dans le mot kala, ayant le mot kala, qui veut dire charbon, donc synonyme de feu. Faisons allusion donc au feu, à la dynamique ou à la force de l'être. Voilà la linguistique Congo. Les mots ont un sens bien précis. Et quand je t'en dis par exemple Ntondo Shibu, c'est une expression que les anciens aiment bien utiliser. La traduction en français nous donnerait la parole est puissance et la parole est Dieu. Ntondo Shibu. Mais lorsque j'examine le mot Ntondo, il y a le mot Ndo, il y a le vocable de Ndo qui traduit, notamment en français, on traduirait le Ndo par vibration, onde vibratoire. Voilà. Quand on dit Ntondo Shibu en Congo, les gens n'y apportent aucun intérêt, je dirais certains, mais ils le comprendront mieux lorsqu'ils se retrouvent sur un terrain chrétien en lisant par exemple l'évangile de Jean où il nous est dit au commencement était le Verbe était avec Dieu et que le Verbe était Dieu. Là, facilement, ils se rendront compte que les mots ou même les injures chez les Congos, c'est ça, on n'a pas à dire n'importe quoi, on ne parle pas n'importe comment. On n'a pas à injurier parce que le verbe est quelque chose de puissant, le verbe peut brûler. Donc, il faut que tu fasses attention dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Voilà ce que j'ai pu apprendre avec la linguistique Congo, les mots. Et d'ailleurs, même peut-être dans le cadre d'une autre émission, on se rendra compte que il y a d'ailleurs même un chercheur Congo hein, qui en a fait état de l'apport des langues bantou, en l'occurrence de la langue Congo, de ses apports par rapport aux langues européennes, que souvent l'on rattache aux langues gréco-romaines, où pendant des années nous avons appris par exemple que le latin, c'était la meilleure langue, mais on s'est rendu compte que le latin s'est beaucoup enrichi des langues bantou, en l'occurrence de la langue Congo. Hein, il y a des mots que l'on retrouve dans le latin, mais qui n'ont qu'une, je dirais, origine bantou, pour ne pas dire Congo, par exemple. Mais je parlerai beaucoup plus Congo, pour ne pas être trop En tout réducteur. cas, Maître Mbemba, ce débat est dense. Ça mériterait plusieurs émissions. Nous souhaiterons d'ailleurs inviter l'auteur de cet ouvrage, je crois que c'est Nzeito Mielo, qui a Voilà. écrit cet ouvrage, qui est un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre. Et je pense que lorsqu'on développe certaines thèses, on soutient certaines thèses ou on développe certaines thèses, il faut en apporter des preuves scientifiques pour ne pas être taxé de charlatan. Je pense que Tout à l'auteur fait, tout à fait. sera... Non, mais je vais vous donner par exemple un exemple précis, des choses qui me font rire. Lorsque je prends par exemple un nom, un mot en français tel que tabou,
hein, qui veut dire interdit. Et lorsque je lis le dictionnaire, par exemple, Larousse, on me dit que c'est un mot qui serait d'origine polynésienne. C'est curieux, ce même mot, lorsque je le regarde en Congo, ça donne taboula. Taboula qui veut dire couper. Et le synonyme, c'est zenga. C'est curieux quand même que ce soit la même chose et que la signification Congo soit la même que celle que donne le mot tabou dans la langue française. Nous avons des mots comme ça. On peut prendre par exemple le mot salaire. Le mot salaire, lorsque je fais des recherches, on me dit, tiens, ça serait un mot d'origine italienne, notamment ça fait penser au sel marin, ceci et cela. C'est curieux quand même que dans la langue Congo, le fait de travailler, ça donne sala. Hein. Je ne sais pas si on ne peut pas y voir un rapprochement entre sala. Un autre mot, par exemple, dans le dico, il y a le verbe battre. On dit que c'est un mot d'origine francique, qui veut dire donner des coups. Et lorsque je regarde la langue Congo, il y a le mot mbata. Mbata qui peut signifier la main, qui peut aussi signifier le fait de donner des coups, en l'occurrence une gifle. C'est curieux. Ça a la même signification, c'est pas loin hein, du verbe battre. C'est un débat de linguistes. Je pense qu'il faudra approfondir ce débat et Maître Mema, on ne peut que se féliciter de vous avoir eu dans Lubuka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourriez-vous nous citer quelques-uns de vos ouvrages pour nos auditeurs? Où est-ce qu'on pourrait les acheter notamment? Parce que je sais que celui-ci a été édité aux éditions ICS. Est-ce que vous en avez d'autres à nous présenter pour nos chers internautes? Mais bien évidemment, j'ai notamment ma dernière publication aux éditions L'Harmattan d'un ancien ambassadeur Congo. C'est le dernier que j'ai publié aux éditions L'Harmattan hein, au mois de février dernier. Et ensuite, je pense notamment au procès de Nkimpavita, toujours aux éditions L'Harmattan. Ça fait quand même un bon moment que je l'avais publié. Le procès d'André Grenard Machua, le procès de Simon Kimbangu. Voilà, j'aime bien tous ces hauts personnages Congo. J'aime bien réfléchir sur eux, notamment sur des questions judiciaires. Ensuite, je continue. Hein. Voilà. En tout cas, bravo, félicitations pour le travail que vous faites, qui ne peut qu'enrichir le débat. On a besoin justement des chercheurs qui travaillent sur les réalités de nos sociétés, parce que nous avons des enfants qui naissent en diaspora et qui sont parfois déconnectés de leur société originelle. Et donc, on ne peut que se féliciter du travail que vous abattez. Merci infiniment. Et quant à vous, chers internautes, nous vous disons à bientôt. Maton de Mansakila. Je vous en remercie infiniment.